Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de Lamp-Fall TV. Alors c'est avec un immense plaisir que je vous reçois dans votre émission panafricaine, pourquoi pas l'Afrique. Alors dans ce numéro, notre invité est très bien connu des Sénégalais pour avoir occupé plusieurs fonctions. Il a été donc ancien ministre, il est actuellement donc le directeur général de la SNTR, le train express régional. Il est également responsable politique APR au niveau de Tivaouane, M. Abdoul Ndéné Sall, puisqu'il s'agit bien de lui. Il est donc également diplômé en économie et également maîtrise beaucoup de questions liées à la finance. Il connaît également bien les réalités socio-économiques du continent africain. Bref, justement, nous allons lui laisser, M. le ministre, faire, n'est-ce pas, un bref rappel de votre parcours. Oui, je suis ingénieur polytechnicien, formation de base, polytechnicien de Thiès. Après, j'ai fait politique économique, analyse économique de projet à l'Université de Dakar. Avant d'aller à CESAC, j'ai fait aussi un MBF, Master of Business Finance, marché financier, finance d'entreprise. Et puis après, j'ai fait un MBA de stratégie, banque et finance. Donc vraiment, je me suis inscrit quand même au doctorat de Luxembourg. Maintenant, il me reste simplement à soutenir. J'ai fait la formation, mais je dois soutenir sur les financements du développement. Perspective, et enjeux et perspectives. Voilà, Monsieur le ministre, je sais qu'aujourd'hui, dans cet entretien, il y aura beaucoup de choses, de questions, n'est-ce pas, à débattre, notamment la situation de l'économie sénégalaise. Et puis, justement, qu'est-ce que le taux de croissance et puis comment il se calcule, puisqu'on parle beaucoup de taux de croissance. Eh bien, nous allons également parler comment relancer nos économies, justement, surtout après quelques période, n'est-ce pas, liée au confinement et donc à la Covid. Et puis la dette africaine, si possible, dans cette émission. Et puis, les nouvelles du train express régional et autres faits marquants de l'actualité nationale et internationale. Les nouvelles du train express régional, comme vous le savez, c'est un grand projet, c'est un projet emblématique, le plus grand projet quand même du Sénégal indépendant, où quand même, il faut saluer que c'est sous le magistère du président Macky Sall que la problématique du transport de masse a été replacée au cœur des politiques publiques avec un diagnostic en amont dans le cadre du PSE. C'est à sa vision que nous devons le taire et le berter des infrastructures modernes, des infrastructures de transport modernes, capacitaires, confortables et respectueuses de l'environnement, qui vont améliorer la mobilité urbaine entre Dakar et la banlieue et entre Dakar et Diamniadio. C'est extrêmement important. Ces deux projets de transport de masse sont extrêmement importants pour quand même lutter contre les externalités négatives de la congestion à Dakar. Comme vous le savez, la congestion à Dakar nous coûte à peu près 100 milliards annuellement. Si on reste quand même 7 ans sans rien faire, c'est 700 milliards. Donc le président de la République, conscient de cet enjeu majeur, conscient de l'enjeu que le transport est un appui à la production, a eu quand même la vision et la grande ambition de mettre ces deux projets de taille pour améliorer la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Donc c'est des projets qui vont nous permettre de lutter contre la concentration excessive de la population au niveau de Dakar, contre la concentration excessive du trafic et concentration excessive des activités. Parce que l'ensemble des activités de l'économie se trouve à Dakar, 70%. C'est Dakar qui porte quand même 70% de l'activité du Sénégal. Donc si Dakar est impacté négativement, c'est toute l'économie qui est impactée négativement. C'est pourquoi il faut résoudre les problèmes de Dakar. Et le président de la République sait qu'il faut des projets structurants. C'est pourquoi il a, dans sa vision stratégique du futur, créé ce qu'on appelle les nouvelles villes, les pôles urbains. Pôle urbain de Diamniadio, pôle urbain de Lac Rose, pôle urbain de Dagoholbo autour de l'aéroport,
et pour vraiment rendre Dakar économiquement viable et donner une viabilité à ces pôles urbains. C'est pourquoi il a créé ces transports de masse pour interconnecter l'ensemble de ces pôles urbains, donc le TER, le BRT, tout ça, ils viennent en complément de l'autoroute à péage pour améliorer la mobilité urbaine entre Dakar et la banlieue, entre Dakar et Diamniadio. Diamniadio apparaît comme un cœur qui bat pour irriguer ces artères entre quand même Dakar, l'ancienne ville, et le Sénégal de profondeur. C'est extrêmement important. C'est un aménagement du territoire, c'est une vision stratégique du futur que le président de la République est en train de faire. Et toujours quand on parle du coût du terre, c'est-à-dire le coût de l'inaction. Si nous restons 7 ans sans rien faire, nous perdons 700 milliards. C'est pourquoi c'est le coût de l'inaction pendant 7 ans qui finance cette terre. Voilà, donc c'est clair, hein, monsieur le ministre. Maintenant, à quand le démarrage justement? Quand le démarrage, c'est important. C'est tant attendu. Hein? C'est une question qui se pose souvent. Oui. Mais actuellement, le président de la République met la sécurité quand même au devant de tout. Donc le président nous a donné un autre délai, c'est-à-dire la fin de l'année. Nous sommes en train de travailler, hein, vraiment toute l'équipe qui contourne autour du TER, parce que le TER, c'est Apex qui est maître d'ouvrage, chargé de la construction. Nous sommes chargés quand même de la sécurité à travers cette affaire et vraiment et de négocier le contrat d'exploitation. Nous sommes dans toutes ces phases et que, comme a l'habitude de le dire le président de la République, nous attendons le go de l'ensemble des entreprises que nous avons pris pour nous assurer la sécurité. Donc il faut la sécurité des installations fixes, du matériel roulant, la sécurité du système, la vérification aussi de la sécurité de la performance opérationnelle en termes de fiabilité, en termes de maintenabilité, en termes de disponibilité, en termes de sécurité du système dans son ensemble. Il faut aussi la vérification de la performance des opérateurs et l'ensemble des opérateurs, c'est-à-dire SNCF et l'ensemble de ces sous-traitants en termes de compétences et de procédures. Parce que ce n'est pas parce que SNCF ils sont performants en France qu'ils seront performants au Sénégal. Donc c'est la même société, mais on vérifie les performances ici en fonction des conditions quand même locales d'exploitation. Donc vraiment, c'est la certification qu'on est en train de faire. Dès que la certification va nous donner quand même l'autorisation de mise en exploitation commerciale, parce que c'est un transport de masse, 115 000 personnes par jour, il faut quand même une sécurité aux normes internationaux avant de démarrer les terres. Et là, nous sommes vraiment dans la ligne droite. L'ensemble des partenaires qui travaillent avec le Sénégal quand même pour construire ces terres ont donné de nouvelles dates. Ils sont rassurés qu'avant la fin de l'année, nous aurons quand même démarré l'exploitation commerciale. En tout cas, c'est un moment très attendu par les Sénégalais. C'est très attendu par les Sénégalais, mais je voulais quand même attirer l'attention des Sénégalais que nous avons changé de cadence. Et que si on termine à la fin de l'année et qu'on arrive à faire qu'on arrive à démarrer, à avoir l'autorisation de mise en exploitation commerciale et démarrer l'exploitation commerciale, nous aurons fait une performance, une très grande performance. Parce que je le dis toujours, en Afrique, la Côte d'Ivoire, ils ont pris 2012-2025, 13 ans. Au Maroc, ils ont pris 6 ans, 7 ans. En Afrique du Sud, je parle sur le même trajet, des projets comparables, ils ont pris 8 ans. En Algérie, ils ont pris 6-7 ans. Il n'y a que le Sénégal qui s'est donné un objectif quand même depuis avec l'événement du président Macky Sall, parce que nous avons changé de cadence en termes de réalisation de projets avec le cadre de gouvernance fiable, avec la stratégie claire déclinée dans le cadre du PSE, avec un compte d'exploitation solide. Parce que quand même, depuis l'événement du président Macky Sall, nous avons délivré beaucoup de projets au bénéfice de la population. C'est pourquoi on a pris des délais serrés, mais vraiment tout le monde est en train de travailler
pour respecter ces délais. Monsieur le ministre, déjà, eh bien, le Sénégal est aussi frappé, le Sénégal et le monde entier donc, sont frappés de plein fouet justement par donc, cette pandémie à coronavirus donc, qui a forcément un impact négatif bien, sur nos économies. Alors d'abord, moi ce que j'aimerais savoir justement, une analyse hein, donc, sur la situation économique du Sénégal. Comme vous le savez, l'économie du Sénégal a pris une pente, hein, un train assez intéressante depuis l'avènement du président Macky Sall. Il a fait le tour du pays, il a fait ce qu'on appelle son PSE, qui est la quintessence de la demande de venir exprimée par les populations. Donc pour la première fois, un président vient faire un programme qui n'est pas importé. C'est une réflexion, c'est vraiment un programme hein, soutenu par la vision du président de la République et décliné en action, programme et réformes hein, qui vont améliorer quand même le climat économique du Sénégal. Et depuis la mise en place du PSE 2014-2015, depuis lors, vous savez, on a eu quand même des croissances de plus de 6% sur quand même un certain nombre d'années, soit 4 ans, 5 ans. Et quand on parle d'émergence, c'est le carré magique de la gestion macroéconomique défini par Caldor, à savoir une croissance homogène pendant un certain nombre d'années, la stabilité des prix, depuis que le président est là, nous avons quand même une inflation de l'ordre de 2 à 3%. Un équilibre extérieur. Depuis lors, nous essayons de produire plus pour avoir un équilibre extérieur, c'est-à-dire moins importé et compter sur notre production locale. Et nous avons créé quand même beaucoup d'emplois. Oui. Donc vraiment, le carré magique de la gestion macroéconomique défini par Caldor, à savoir la croissance, l'emploi, la stabilité, l'équilibre extérieur, c'est ça qui conduit à l'émergence. Mais depuis lors, n'eût été le Covid, on était quand même sur une très bonne pente, un très bon train pour quand même aller à l'objectif du président de la République, être émergent sur 2015-2035. Mais quand même, il y a eu cette pandémie qui est toujours là, et j'en profite quand même pour appeler les gens à faire attention, parce que quand même jusqu'à présent, le monde est très impacté. Il faut faire attention, il faut respecter les mesures barrières, il faut porter les masques, il faut tout faire pour aller se vacciner, parce que quand même c'est extrêmement difficile, c'est entre l'économie et la santé. La santé, elle est extrêmement importante, c'est pourquoi on parle de capital humain. Le capital humain, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la protection sociale, c'est le développement durable. C'est extrêmement important que nous travaillons sur la santé des populations. Et depuis lors, le président est en train de beaucoup investir dans la santé. Le budget de la santé a été quand même multiplié par 2 depuis qu'il est venu. Donc c'est ça. Mais vraiment, nous avons une bonne stratégie qui a placé le Sénégal dans un train de croissance, parce qu'il n'y a que la croissance, c'est un indicateur synthétique qui mesure l'état de l'économie du pays. Parce que quand on fait plus de 6% pendant 3 à 4 ans, ça suppose que le Sénégal avait une bonne vision, avait quand même une bonne stratégie pour évoluer rapidement sur la croissance. Et puis aussi, monsieur le ministre, justement, comment relancer bien cette économie post-confinement, puisque nous avons connu justement une période où les gens n'ont pas bougé. Alors justement, comment justement relancer nos économies justement après cette phase de confinement? Oui, la relance, parce qu'actuellement, comme vous le savez, avec la pandémie, le monde se ferme. Il n'y a plus de globalisation. Le monde se ferme, il n'y a plus de globalisation. Il faut insister sur la souveraineté locale. Comme vous le savez, le président sur le deuxième PSE, actuellement, il a insisté
sur ce qu'on appelle les souverainetés, les dépendances. Souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, souveraineté économique. C'est pourquoi récemment, comme vous l'avez vu, il a quand même inauguré le parc industriel. Le parc industriel, c'est pour capter les emplois, c'est-à-dire capter des emplois industriels, produire localement, ne plus être dépendant de l'extérieur, produire localement pour équilibrer la balance des paiements, mettre la valeur à tous nos produits locaux pour vraiment ne pas dépendre de l'extérieur. Oui, parce qu'avec la pandémie, on a vu que les économies qui sont résilientes, qui puissent pouvoir quand même faire de la consommation locale une activité fondamentale, ce sont ces économies qui peuvent s'en tirer vraiment dans ce contexte. Valablement. Autre chose, monsieur le ministre, la microfinance aujourd'hui est-il une solution à tout cela? La microfinance peut être une solution, mais il faut l'encadrer parce qu'il faut savoir la microfinance, le taux d'intérêt. Sur le long terme, c'est-à-dire annuellement, le taux d'intérêt est plus important. Les gens payent plus qu'à la banque. Parce que la microfinance, ils n'ont pas de fonds propres. Ils prennent l'argent au niveau de la banque. Ils les reprêtent. Tu penses que tu as un taux d'intérêt, c'est-à-dire, ils le prêtent avec des délais minimums. Mais quand on prend le taux effectif, les gens qui sont dans la microfinance payent plus d'intérêt que les gens qui sont des entreprises qui vont directement quand même louer l'argent au niveau de la banque. Donc c'est extrêmement important. Il faut faire une activité qui permet une rotation rapide du produit pour pouvoir avoir quand même des retombées positives, et vraiment ça peut être une solution, mais quand même il faut l'encadrer. Si on ne l'encadre pas, au lieu quand même d'automatiser quand même les personnes, ça augmente la pauvreté. Voilà, et puis, monsieur le ministre, on parle également de taux de croissance. Moi, j'aimerais bien savoir, puisqu'on en parle, donc le taux de croissance, c'est quoi le taux de croissance? Et puis, comment donc ce taux se calcule, justement, le taux de croissance? Bon, j'ai oublié de dire le taux de croissance, il faut que tout le monde, c'est-à-dire, en fait, je vais le rendre accessible aux gens, parce que sinon c'est extrêmement difficile. Le taux de croissance, c'est la croissance de la richesse, d'un pays d'une année à une autre. La croissance de la richesse du pays d'une croissance à une autre. Le taux du PIB, on dit PIB, produit intérieur brut. Le taux de croissance de la richesse d'un pays d'une année à une autre. L'accroissement de la richesse. Et l'accroissement de la richesse, il faut le mettre en rapport avec l'accroissement de la population. Parce que si la richesse augmente et la population augmente de même taux, tu ne t'enrichis pas. Absolument. Donc c'est ça qui est important. Comment ça se calcule? Par exemple, c'est l'ensemble des productions, c'est l'ensemble des valeurs ajoutées des secteurs, l'ensemble des valeurs ajoutées des secteurs, ramené au poids de chaque secteur. C'est ça qui se fait la croissance. C'est ça qui fait la croissance. Parce que la croissance, c'est la somme des valeurs ajoutées des secteurs. Par exemple, on prend le secteur agricole. On connaît la production agricole de cette année. L'année prochaine, la production agricole, on connaît. Donc, on dit production agricole de cette année, moins production agricole de l'année dernière, divisé par la production agricole de l'année dernière. On a donc la croissance de la production agricole de la croissance de cette année. Donc on prend les valeurs ajoutées de chaque secteur, Après, on prend ces valeurs ajoutées de chaque secteur qu'on additionne, qu'on le ramène au poids de chaque secteur. Donc, et la croissance, par exemple, la valeur ajoutée d'un secteur, c'est la production moins les consommations intermédiaires. Production moins consommation intermédiaire, c'est la valeur ajoutée. Comme on dit que la croissance, c'est la valeur ajoutée de l'ensemble des secteurs ramenée au poids de chaque secteur, donc il faut parler de valeur ajoutée. Qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée? La valeur ajoutée est distribuée en 4 acteurs. La valeur ajoutée est constituée de salaire, de main-d'œuvre. La valeur ajoutée est constituée de dividendes. C'est la rémunération
quand même de l'investisseur. La valeur ajoutée est constituée d'impôts. Ça, c'est ce que l'État gagne. Et la valeur ajoutée est constituée d'intérêts, c'est-à-dire la location du capital. D'accord. Donc, ce sont les 4 acteurs. Les 4 acteurs, quand on fait, parce que pour avoir une valeur ajoutée, il faut une production. Parce qu'on a dit valeur ajoutée, c'est production, moyen, consommation intermédiaire. Donc, pour avoir une valeur ajoutée, il faut qu'il y ait la production. Donc, pour qu'il y ait la production, il faut que la main-d'œuvre, il faut l'outil de production. Ça, c'est le propriétaire qui investit. Donc, il faut la location du capital, parce que même quand tu investis, tu prends de l'argent, c'est les intérêts, et il faut les impôts. Donc, la valeur ajoutée, on peut dire la croissance, hein, est répartie entre 4 acteurs. L'employé, qui le prend à salaire, oui, tout à fait, plus impôts, ça c'est l'État, plus les dividendes, ça c'est le promoteur, celui qui investit, l'investisseur, et maintenant, le loyer de l'argent, ça, ce sont les banquiers. Tout à fait. Donc, ce sont ces gens-là, oui, l'ensemble de ces gens-là, oui, qui se partagent la valeur ajoutée. Maintenant, quand tu ne participes pas, quand tu n'es pas travailleur, quand tu n'es pas investisseur, quand tu n'es pas banquier, hein, quand tu n'es pas l'État, oui, tu ne peux pas bénéficier de la valeur ajoutée. Donc, il n'y a que l'État, c'est à que l'État qui peut, dans le cadre des impôts, qui prend sur l'ensemble des activités, il n'y a que l'État qui peut prendre, oui, sur ce qu'il gagne, oui, pour faire de la redistribution. Oui. C'est pourquoi je te dis, l'inclusion sociale est une donnée fondamentale de la politique du président Macky Sall, avec la solidarité intergénérationnelle, la CMU, la carte d'égalité des chances, les bourses de sécurité familiale et l'ensemble des projets que le président a fait de rattrapage, PUDC, PUMA, tout ça, l'État le prend dans le cadre de la croissance, mais dans le cadre des impôts tirés quand même de la croissance pour faire de la redistribution. Tout ça, c'est de la redistribution. Donc, quand tu ne travailles pas, quand tu n'es pas un investisseur, quand tu n'es pas un banquier, hein, tu ne peux pas bénéficier. Ah oui, absolument. Quand même, tu ne peux pas bénéficier. Et ça, c'est important. Tu ne peux pas bénéficier de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, tu peux en bénéficier que dans le cadre de la redistribution des revenus que l'État tire de la croissance. D'accord. Voilà, nous sommes nous allons donc aborder effectivement maintenant de manière générale l'Afrique justement, et puis comment justement faire, Monsieur le ministre, pour que les économies africaines est très orientées parfois vers l'importation, ce fait de production, c'est-à-dire une dynamique, n'est-ce pas, régionale ou nationale. Qu'est-ce qu'il faut? Dans une dimension régionale, il faut qu'une économie, ça se compte en fonction quand même du poids de la consommation. C'est-à-dire nos économies sont freinées parce que quand même les débouchés ne sont pas... Il n'y a pas beaucoup de débouchés. C'est pourquoi les économies, c'est pourquoi on est en train de construire quand même des entités sous-régionales pour travailler en commun. Parce que je ne vois pas la nécessité. Je ne vois pas la nécessité. Par exemple, j'ai suivi un débat avec Dangote. Je ne vois pas la nécessité qu'il y ait une grande usine de ciment au niveau du Nigeria. Oui. Et à 25 km, que le Bénin puisse aussi installer son usine de ciment. Ah, oui. Ça ne sert à rien. Il faut des économies d'échelle. Il faut des économies d'échelle variées et spécialisées. Quand même les pays, chacun dépendamment de ses atouts, pour que nous travaillions ensemble, pour que le marché africain, le marché africain, c'est le poids. C'est pourquoi tu as vu la Chine. Pourquoi même sans les exportations, la Chine, il a un marché intérieur qui lui permet quand même avec la fermeture des frontières avec le Covid, d'être toujours en croissance parce qu'ils ont des marchés intérieurs, ils ont quand même des trucs extrêmement importants. Autre chose, il s'agit bien sûr, n'est-ce pas, de la zone, n'est-ce pas, de libre-échange continental, n'est-ce pas, et donc la ZLECAf. Est-ce qu'aujourd'hui, elle pourra effectivement réussir ce que l'UEMOA n'a pas réglé justement depuis sa création, compte tenu de l'essence au niveau du continent, donc sachant effectivement que les essences au niveau du continent n'est jusque-là que de 14 à 15%. Oui, c'est extrêmement important parce que quand même, il faut ce qu'on appelle un marché efficient. Oui, tout à fait. Un marché efficient, ça suppose que les informations reflètent l'ensemble des prix disponibles.
c'est extrêmement important. Bon, ces organisations permettent d'avoir un marché efficient au niveau de ces zones. Il faut que chaque pays quand même accepte la réglementation et joue franc jeu. C'est simplement ça. Parce que ce qui a fait que les anciennes organisations n'ont pas marché, c'est parce que les pays ne jouent pas franc jeu. Mais normalement, il ne devait plus y avoir de frontières, il devait y avoir quand même des échanges, une circulation des biens et services. Soit dans une zone pour que ce marché soit efficient. S'il y a des difficultés, et s'il y a même en termes d'information, s'il y a un déficit d'information, ça suppose que ça ne permet pas une efficience du marché et ça crée des externalités négatives qui tirent l'économie vers le bas. C'est extrêmement important d'avoir un marché efficient avec quand même un potentiel important. C'est ça qui permet de tirer quand même l'Afrique, de compter d'abord. Il faut compter d'abord, de compter en termes d'économie. Tu fais la croissance de l'Afrique. Oui, l'Afrique, oui. L'Afrique tire la croissance mondiale. Parce que quand la croissance de l'Afrique est à 6 à 5%, la croissance mondiale est aux environs de 1-2%. C'est simple. Donc le poids, le PIB, le poids en matière de PIB en Afrique n'est pas colossal, n'est pas assez élevé. C'est pourquoi ils n'ont pas d'impact beaucoup, malgré le taux de croissance relatif à 6%. L'économie africaine ne compte pas dans le monde. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission panafricaine. Pourquoi pas l'Afrique? Donc l'invité du jour, M. Abdoul Ndéné Sall, il est le directeur général de la SNTR, le train express régional. Vous avez entendu justement sur beaucoup de questions liées à l'économie. Alors nous allons revenir un peu donc, au Sénégal, justement pour parler des élections qui profilent à l'horizon. Je sais déjà que vous avez des ambitions pour votre fief à Tivaouane. Aujourd'hui, comment, monsieur le ministre, alors donc, peut-être futur maire de Tivaouane, prépare justement ces élections? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons une ambition pour Tivaouane. Nous avons Tivaouane en cœur et nous avons des projets importants pour améliorer les conditions de vie à Tivaouane. Donc, pour développer ces projets, il faut être décideur au niveau du Tivaouane, il faut être maire. C'est simplement ça. Et donc, j'aime Tivaouane, j'ai Tivaouane au cœur, par conviction. Vraiment, je sais que j'ai la possibilité, en un temps record, quand même, de changer Tivaouane, de permettre à Tivaouane d'avoir une ville lumière, c'est-à-dire une ville économiquement viable. Une ville comme Médina. Mon ambition, c'est de transformer Tivaouane, de faire de Tivaouane une ville lumière, une ville économiquement viable, avec des industries, avec le développement du tourisme religieux, avec l'ensemble des mythes religieux qu'on doit créer autour de Tivaouane, parce que Tivaouane, c'est une très grande capitale religieuse. Et on a la possibilité de le faire. Non, en fait, il suffit d'avoir quand même une stratégie claire. Je sais que vous en avez. Il faut avoir une stratégie claire. Il faut avoir un cadre de gouvernance fiable. Quand je parle de gouvernance fiable, c'est la participation effective de l'ensemble de la population. Je parle de démocratie et de transparence. Je serai une gestion transparente où l'ensemble de la population, chaque citoyen sera considéré comme un maire. Tout à fait. Et toutes les décisions vont être prises de manière collective. C'est ça qui permet un cadre de gouvernance fiable. C'est pourquoi c'est une gouvernance fiable, une stratégie claire et solide qu'on va faire, parce qu'on va faire un programme qu'on va échanger avec l'ensemble de la population. Donc si la population est d'accord sur ce programme, on va dérouler ces projets. On va avoir un compte d'exploitation solide. Tout à fait. Ça va attirer l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers qui vont venir, qui sont déjà prêts, qui ont épousé notre programme, qui sont prêts pour nous accompagner. Par exemple, il y a beaucoup de partenaires financiers qui sont prêts à accompagner Tivaouane dans ce cadre. Et vraiment, nous avons l'ambition de transformer Tivaouane
Et les gens vont... Tivaouane, ce sera une terre d'immigration. Les gens vont quitter les autres localités pour venir habiter à Tivaouane. Parce que Tivaouane va leur donner un cadre. Un cadre vraiment de travail, un cadre de pratique religieuse, un cadre extrêmement important où l'individu quand même peut se mouvoir dans les meilleures conditions. Voilà, donc c'est presque terminé, Monsieur le ministre. Peut-être juste un dernier mot, justement, avant de clore cet entretien. Oui, je vous remercie beaucoup. Je remercie l'ensemble des collaborateurs. Je remercie aussi la diaspora qui nous regarde. Je leur dis que les possibilités sont en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le continent des défis et des opportunités. Les opportunités sont en Afrique. Il faut venir investir en Afrique. Dans le cadre du triangle, hein, il y a un triangle de la globalisation où il y a les continents qui ont l'argent, d'autres continents, ils ont la technologie, mais le continent où ils ont les défis et les opportunités, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique où on peut avoir quand même des taux de croissance de 6%. C'est l'Afrique où on peut investir et avoir quand même un retour sur investissement rapide. C'est l'Afrique où on peut avoir des taux de rentabilité élevés. Dans les autres continents, les entreprises, ils ont 4 à 2% de bénéfices, ils sont contents, ils sont performants. Mais en Afrique, les gens peuvent avoir entre 10 jusqu'à 35% de bénéfices. Donc vraiment, c'est l'avenir. Et nous avons un continent jeune. Un continent jeune qui consomme. Un continent jeune qui consomme. Vraiment. Parce que actuellement, si tu vas en Europe, la consommation est en pente descendante. Parce que quand même, avec l'âge, hein, quand on est vieux, on ne consomme pas beaucoup. Le Sénégal, l'Afrique est un continent jeune où la consommation, vraiment, on a besoin de tout. Les gens ont besoin de construire. Les gens ont besoin de construire l'Afrique. Hein? Il y a les autres continents sont déjà construits. Donc vraiment, le continent des défis et des opportunités, les gens qui veulent gagner de l'argent, les investissements directs étrangers, la diaspora, qui ont des opportunités d'investir, je leur demande de venir investir en Afrique. Et les conditions actuellement, tous les pays, ils sont en train quand même de faire la réglementation qui permet de capter des investissements et qui permet quand même de sécuriser l'ensemble des investissements. Je vous dis, venez investir en Afrique, les opportunités sont grandes et vraiment vous allez gagner plus. Absolument. Vous allez gagner plus parce qu'il y a toujours de la place. Voilà, merci mesdames et messieurs. Donc c'était donc votre émission panafricaine avec M. Abdoul Ndéné Sall. Il est le directeur général de la SNTR, le train express régional. Et vous avez entendu avec vous, donc plusieurs questions sont revenues, notamment des questions liées, n'est-ce pas, à nos économies, à l'économie africaine, surtout donc dans ce contexte, n'est-ce pas, marqué par le coronavirus. Vous avez donc entendu également, eh bien, dans la première partie sur la situation du train express régional qui est donc tant attendu justement par les Sénégalais, dont le démarrage est prévu certainement avant la fin de l'année 2021. Merci donc à toute l'équipe technique qui m'a aidé donc pour la réalisation de cette émission et également à l'ensemble de la rédaction de Lamfal Communication. On se donne rendez-vous donc très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission panafricaine. Pourquoi pas l'Afrique? Au revoir.